En 5 semaines, ils ont jeté les dés, espérant une issue heureuse. Ils ont défendu l'école privée et les logements vides, espérant eux-mêmes ne pas se retrouver à la porte. Ils ont fait s'ouvrir le Joker, mais n'ont pas réussi à sauver Willy. Ils ont convaincu leur coach, mais aussi le public. Alors, s'il y a 5 semaines ils étaient 20, ils ne sont aujourd'hui plus que 3 à briguer le titre suprême, celui d'orateur 2024. Alors qui, de Adèle, d'Esteban ou de Baptiste, saura être le plus convaincant? Quel coach remportera cette première édition? Roxane, Boris ou Claire-Emmanuel? La réponse tout de suite dans l'orateur, la finale. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. À journée exceptionnelle, jury exceptionnel. Pour juger nos talents ce soir, celui qui aurait dû initialement être du côté des coachs. Des problèmes de santé l'en ont empêché, mais sa vie le démontre, il est un guerrier, metteur en scène, grand orateur et surtout fondateur de l'école d'art oratoire qu'il préside. Mesdames et messieurs, Stéphane André. Notre deuxième juré est une figure bien connue dans les rangs d'Assas. Agrégée de droit privé et sciences criminelles, elle a troqué l'enseignement de la difficulté humaine contre celui des entreprises en difficulté. D'abord enseignante à Cergy, puis à Nanterre, avant de finir à Assas, notre juré a plus ou moins le même parcours qu'un étudiant boursier validant sa licence à 15 de moyenne. Mesdames et messieurs, Madame Marie-Laure Coquelet. Enfin, le président de ce jury est peut-être l'homme le plus connu du monde de l'éloquence. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il est avocat au Conseil et à la Cour de cassation, mais personne ne l'a plus vu dans ces juridictions depuis 10 ans. Il est le Marc Lévy de l'éloquence, il écrit un livre tous les 2 ans pour expliquer comment parler et en fait un best-seller. Pire, sans doute endetté en raison du faible pécule qu'il touche à juger des humbles orateurs, il a même mis en vente un jeu de société inspiré de son livre, je cite, « La boîte éloquence ». Si son ouvrage le plus connu expliquait que la parole est un sport de combat, il faut bien reconnaître, malgré mes taquineries, que nous ne boxons pas dans la même catégorie. Mesdames et messieurs, Maître Bertrand Perrier. Pour cette finale, des règles simples. Après un débat, après des procès fictifs, un retour aux sources avec des plaidoiries. Nos 3 talents disposeront non pas de 5 minutes comme au premier tour, mais de 10 pour convaincre tant le jury que le public. Ce sont ces derniers qui voteront pour 2 tiers et le jury pour 1 tiers pour désigner le grand gagnant de cette première saison de l'orateur. Cher public, chers téléspectateurs, nous avons une surprise. Et non, cette surprise, ce ne sont pas les chants qui résonnent du Panthéon, mais bien les mots qui vont résonner de nos coachs, qui ont décidé aujourd'hui de venir nous parler au pupitre de leur talent. Chère Roxane, le tirage au sort étant ainsi fait, vous serez la première à venir ici à ce pupitre nous expliquer, nous parler de votre finaliste Adèle, mesdames et messieurs, Roxane Best. Alors, Adèle Guignard, j'ai évidemment énormément de choses à vous dire sur elle parce que je la connais depuis au moins 15 jours. Je sais que Adèle Guignard est jeune, très jeune. Elle a 19 ans. Elle est si jeune que quand je lui ai demandé de m'envoyer son CV et que j'ai pris connaissance de ce CV, j'ai réalisé qu'à 19 ans, pour fournir un CV, pour le remplir un peu et pour éviter qu'il ne fasse qu'une seule ligne, dans la partie diplôme, on est obligé de mentionner qu'on a obtenu son brevet des collèges. J'ai aussi réalisé que Adèle avait donc obtenu son baccalauréat. Son baccalauréat qui n'est pas donc le baccalauréat A, D ou tel que nos membres du jury l'ont passé, il y a fort longtemps. Un baccalauréat qui n'était pas non plus un baccalauréat ES, S tel que moi je l'ai connu, mais un baccalauréat de spécialité. Donc elle a eu comme spécialité mathématiques, physique et histoire. C'est-à-dire, Adèle, que moi et les jurés de ce soir ne comprennent pas
ce que tu as passé comme examen. Ça veut donc dire que si ce soir, tu n'es pas la grande gagnante, tu pourras dire que de toute façon, c'est parce qu'ils ne t'ont pas compris. Ce soir, si tu ne remportes pas ce concours d'éloquence, tout le monde s'en fout. C'est un concours d'éloquence mené par un malade mental. Donc voilà, tout le monde s'en fout. Mais j'ai vu en toi, et je ne sais pas si ça sera ton choix, mais je pense que si tu fais le choix d'embrasser la carrière d'avocate, tu seras une immense avocate. Et j'espère que tu feras ce choix-là. Mon petit caméléon, je te laisse la place, montre-leur ce que tu sais faire avec ta langue. J'ai bien préparé le portrait sous scellé. Chers membres du jury, mesdames, messieurs, vous êtes des chanceux. Vous êtes des chanceux parce que ce soir, vous découvrez 3 talents, 3 jeunes promesses, 3 discours qui cherchent à vous toucher. Et parmi ces 3-là, une étoile. Étincelante, incandescente, éblouissante, bouleversante, renversante, une étoile qui brille. Elle est là, cette étoile. Regardez-la. Ah, Esteban. Je suis si fière de toi, Esteban. Si fière de tout ce chemin parcouru. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance, Esteban. Je réalise à peine la chance qui m'a été donnée de pouvoir bénévolement aider ce jeune en difficulté, ce jeune en souffrance et en grande difficulté. Je t'ai sauvé la vie, Esteban. Je t'ai tendu la main au moment où tu étais au plus bas de ton existence, Esteban. Oui, lors de notre première rencontre, tu étais seul. Lors du premier tour de sélection de l'orateur, tu as été le premier à passer devant nous, devant un public, devant les caméras, et tu étais seul. Seul face à ton pupitre, à te battre contre toi-même, seul à gesticuler, seul à y croire. Aucun buzz, Esteban. 0, Esteban. Dans le jury, Roxane répondait à des mails. Boris regardait Roxane répondre à ses mails. Et je regardais Boris regarder Roxane répondre à ses mails. Tu étais là pourtant. Et rien. Le calme, le vide, le néant. Tu es comme une grande plaine, Esteban. Au premier coup d'œil, on sait qu'il n'y a rien à voir. Du moins, c'est ce que m'a dit Roxane. Mais moi, j'y croyais un peu quand même. Et j'ai voulu que tu reviennes. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pressenti que tu avais du talent, ou tout simplement parce que tu me faisais de la peine. Ou peut-être que c'est à cause de ta ressemblance avec Orlando Bloom que tu as évoqué pendant les coachings alors que c'était hors sujet et que je t'avais rien demandé. Mais je ne pense pas parce que tu vois, cette ressemblance avec Orlando Bloom, c'est un peu comme ton talent, ce n'est pas saisissant. Et qu'importe finalement, parce que ce qui compte, Esteban, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai vu cette plaine, et j'ai vu que cette plaine n'était pas qu'un vide abyssal. Il y avait de la vie. Mesdames, messieurs, je me suis posée sur cette plaine. J'ai vu les trésors enfouis et je les ai déterrés. Ça va, Esteban ? Nous avons beaucoup travaillé avec Esteban. Le chantier était tel que j'ai fait venir toute la conférence du barreau de Bordeaux pour le perfectionner. Nous avons tout repris, la posture, la diction, le style, et le résultat est impressionnant. Il est arrivé en rasta blanc, mal habillé et peu sûr de lui.
Il repart en orateur, élégant, vif et puissant. Il est arrivé en joueur de diabolo, il repart en Cicéron. Il est arrivé en parisien, il repart en bordelais. Mesdames, messieurs, ce soir, je vous l'offre. Parcourez la plaine. Appréciez. Il y a une étoile à observer. Tel un Tintin gonflé à la testostérone. Mieux sapé que Don Draper dans la série Mad Men. Plus sympathique qu'un Kev Adams, même sous LSD. Voici mon camarade, mon sang, ma patrie. Baptiste. Seulement, voilà, les 2 minutes de visio que monsieur a bien voulu m'accorder vendredi dernier, entre sa séance de musculation, et ses 5 heures de cours de procédure pénale, sa séance de torture quotidienne, n'étaient pas suffisantes pour bien le connaître. Alors je n'ai pas eu le choix. Baptiste, ne m'en veux pas. J'ai dû me rendre à Courcelles, en Bassie. Non, Mathéo, je ne parle pas le finlandais. Courcelles, en Bassie, charmante commune rurale de moins de 200 habitants, et le village où Baptiste et sa famille habitent depuis près de 20 ans. Pour y aller, c'est très simple, n'est-ce pas, Capucine? 5 heures de train, 45 minutes de tuk-tuk, 30 minutes à cheval. J'ai vu ma mort arriver tellement c'était long. Esteban m'avait encore laissé quelques cheveux sur la tête. Toi, tu me les as définitivement enlevés. Alors sur place, on m'a montré ton album photo de tes 3 ans. T'étais mignon, hein, tout nu, gambadant sur la plage de Châtelaillon. Mais c'était long. J'ai appris qu'enfant, tu t'intéressais à plein de choses, en revanche. Accrochez-vous, mais Baptiste est aussi judoka. Il pratique la modélisation 3D, le tennis de table, l'athlétisme, le dessin, l'aviron. Heureusement que tu n'as pas grandi à Paris, tu aurais ruiné tes parents. Et bien évidemment, quand tu ne fais pas les choses à moitié, puisque ta réussite est au rendez-vous, ton père, qui avait sorti un costume 3 pièces pour recevoir l'avocat parisien, était très fier de me montrer tes nombreuses récompenses, tes médailles d'or. Heureusement qu'il ne sait pas que je vis dans la Goutte d'Or. J'ai même eu droit aux souris mortes, fièrement ramenées par les chats du village en ton honneur. Baptiste, tu es la fierté de ta famille. Et pas parce que tu connais aussi le nombre pi, mais parce que de toute évidence, tu es un enfant créatif, téméraire et sensible. Je suis reparti vers 17h, avant d'arriver à Paris vers 3h du matin. Avec en tête un portrait de toi fait d'une multitude de couleurs aussi captivantes les unes que les autres. Baptiste, tu me dis que tu aimes l'infini, que tu cherches à le dompter. Moi, je crois que tu es ancré dans la vie. Et aussi longtemps que tu t'intéresseras à elle, ne sois pas étonné de t'émerveiller devant chaque lampadaire qui s'éclaire. Mesdames et messieurs, mon talent est fait pour défendre l'humain. Oui, je le dis, il est fait pour prendre le train, mais cette fois la robe à la main. Pour parcourir la France, affronter l'effroyable injustice là où elle se trouve, donner du sens là où il n'y en a plus, c'est ça être avocat. Roxane, Claire-Emmanuel, Boris, merci, vous avez du talent, mais vous n'êtes pas les stars ce soir. Donc après ces beaux discours, il est temps d'entendre les candidats, les orateurs, les presque gagnants, mais pas encore certains, Adèle, Baptiste et Esteban. Adèle, ça y est, c'est la finale de l'orateur, le grand moment. Comment est-ce que tu te sens? Comment ça va? J'aime plutôt bien mon sujet. Après, très stressée, j'ai très peu dormi, je suis dopée au café. Waouh, ok, pas les meilleures conditions pour passer une finale. Et alors, qu'est-ce que c'était que ce sujet et quelle position est-ce que tu as choisi? C'était tous les cafards sont-ils beaux pour leurs parents? Et j'ai dit que oui, tous les cafards étaient beaux aux yeux de leurs parents. Et donc, t'es contente? Est-ce que t'es satisfaite? Ça va, franchement, ça va. Je compte y aller à fond. Super. Est-ce que tu trouves que depuis ton premier passage, tu as évolué, tu as pris des qualités d'oratrice en plus? Qu'est-ce que tu dirais finalement à la toi de la première interview?
J'espère que j'ai progressé. Et à moi du passé, je lui dirais juste de s'amuser parce que les discours sur les animaux, c'est pas fini. Donc on va clôturer ça ce soir en beauté, j'espère. Magnifique. Dernière question. Quel message aurais-tu à donner à ta coach ? Merci Roxane déjà de m'avoir sélectionnée dans ton équipe parce que je pense que si j'avais été dans une autre équipe, je serais peut-être pas arrivée jusque-là vu les gens qui y a en face. Super. Et écoute, je te souhaite bon courage, bonne chance et on se retrouve tout à l'heure. Bébé cafard naît dans une famille aimante et heureuse, comme celle que l'on voit dans les publicités d'électroménager. Dans un petit monde parfait de bonheur et de bienséance, la mère cafard pond une sorte de petite bibliothèque où ses œufs sont rangés, compartimentés, un œuf par compartiment, 15 à 50 enfants à la fois, organisés, rapides, efficaces. Une famille parfaite, des enfants merveilleux, si beaux qu'à peine déjà nés, la science les qualifie déjà de nymphes. Mais une perfection en tout point ne peut être qu'illusoire. Même s'il naît dans un petit monde parfait, le cafard naît cafard. C'est par nature. On ne peut le devenir, on n'est pas cafard sans raison. C'est de famille, c'est héréditaire et certains ont des prédispositions innées. On peut naître cafard sans le savoir et progressivement se révéler comme tel. Mais on ne le devient jamais du jour au lendemain. Ça ne s'invente pas. C'est un don qui ne peut s'acquérir. Le cafard est cafard, par nature. Ça se vérifie au premier regard, il est esthétiquement laid. Même si par son existence, il est une atteinte à l'intégrité de votre œil, s'il pique autant les yeux, c'est là la puissance du cafard, son super pouvoir. Il est le fils de ses parents, il agit comme un verre de lunettes, redessinant la vue de papa-maman. Tout l'amour parental devient un biais à son avantage. Alors peut-être que pour nous, il reste le même, un Pokémon, une espèce originale, difforme, qui est par sa seule existence en rébellion constante contre ces critères de beauté qui nous uniformisent vers un idéal subjectif et trompeur. Stop! Non! Il est beau parce que maman l'a dit. C'est suffisant? Qui ne mieux placé qu'une mère pour constater la laideur intrinsèque de son enfant et refuser de la voir? En bon parasite, le cafard vit chez ses parents, s'octroie une place toujours plus importante, respire leur air, mange et vole la nourriture dans les placards, profite du chauffage sans payer la facture, colonisant notre espace vital, jouant à cache-cache quand on ne cherche que du repos. En bref, le cafard vit à nos dépens, sans payer les charges. Charles-Antoine, 20 ans, le préféré de maman. Un Tanguy qui s'accroche et qui s'acharne, qui ne voudra jamais quitter le cocon familial, préférant se repaître de ce qu'il pourra parasiter, loin des dangers extérieurs. Mais attention, malgré une croissance aux dépens des autres, le cafard n'est pas une larve avachie dans sa flemme. Il est conscient de son apparence, de ce qu'il fait peur et suscite le rejet chez les autres. Et nous le regardons de travers. Sa laideur et son mode de vie nous terrifient. Il en est conscient de ce rejet de la société. Il compte y remédier et ce rejet, il va en tirer sa force. Il va l'utiliser, en faire la base de son ascension et de sa revanche. Il n'a pas besoin de votre accord pour exister. Il se cache, adolescent casanier, dans l'ombre, cherchant dans les recoins sombres de son espace de quoi puiser des forces, trouvant dans la poussière les peaux mortes et les moisissures, les raisons de sa colère. Nous ne voulons pas de lui? Très bien. Mais c'est un nuisible, il est rancunier, il va se venger. Le cafard adulte sait se camoufler, pour mieux revenir et s'imposer là où on n'a pas voulu de lui, sous la lumière, en société. Adulte, le cafard n'est qu'un parasite. Il joue des apparences, qu'il est beau, mon fils, carapace luisante et vernie, pattes velues, sourire carnassier et cajoleur d'une sympathie toute superficielle, toujours présent pour faire un concours de qui a les plus grosses antennes. Le cafard pourra envahir tout milieu clos, jeune commercial fringant qui saura se faire une place de force chez les gens. Sournois et trompeur et bien entraîné car il berne ses parents depuis des années, il est fin prêt à faire son entrée pour tenter de conquérir le grand monde. En droit et en politique d'ailleurs, n'en laissons aucun sur le carreau, c'est même là qu'on trouve les spécimens les plus résistants. Arrivistes, increvables, carriéristes, invasifs, ils reviendront toujours. Ce sont ceux dont la carapace ne cède pas sous la pression de la presse écrite,
pourtant la plus assidue des tapettes à mouches. La fausseté du cafard est son essence même, ce qui explique que le cafard américain ait une espérance de vie 2 fois plus longue que le cafard européen. Et pour l'américain, malgré son appétence connue pour les habitats sombres et humides, certains osent tout de même poser leurs pattes dans les maisons blanches. Elle est là, la beauté froide du cafard. Celle qu'on ne voit pas au premier abord. Que seul quelqu'un qui l'a mis au monde pourra pardonner. Cette capacité à tout surmonter, à tout dépasser, pour revenir toujours plus fort, plus conquérant. Il est là, les pieds dans la poussière, à se nourrir des restes rassis de ce qu'il peut trouver pour vivre, pour exister. La beauté du cafard, c'est son obstination pour la reconnaissance, son obstination à vouloir conquérir un pouvoir qu'on lui refuse. Et dans son acharnement à s'imposer au mépris des autres, dans le rejet de tous, c'est là la splendeur du cafard. Sur le chemin de cette gloire dans sa guerre personnelle, seuls les parents du cafard disposent du biais trompeur de l'amour pour encore le voir beau. Dans notre guerre continue contre l'hypocrite, le nuisible gangrène notre espace pour se l'approprier, mais ses parents, eux, ne sont que fierté en voyant sa ténacité et sa résilience. Pas assez beau, pas assez grand, pas assez fort, mais peu importe. Le cafard est un insecte intelligent. Tu le rejettes, il reviendra. Ce qui compte, c'est sa persévérance. La quête perpétuelle de celui qui cherchera toujours à se faire une place, car rien ne viendra jamais de lui, rien de ce qu'il pourra avoir ne sera jamais suffisant. Il est là, le cafard, laid pour tout le monde, beau pour ses parents, et alors, c'est bien suffisant. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous ne l'aimez pas, le cafard. Il vous est bien insupportable. Il est laid, profiteur. Vous le méprisez, mais il est trop tard. Caché au milieu de la fourmilière, il en prendra le contrôle. Il la fera exploser. Seuls des parents peuvent accepter de voir sous le vernis de la carapace et d'aimer quand même. Il faut être sacrément aveugle pour aimer un nuisible en connaissance de cause. Les parents cafards, malgré leurs milliers d'yeux, comme les mouches, font le choix de ne pas voir. Pourquoi les condamner? Qui pourrait les blâmer? Qui êtes-vous pour contredire une maman? Esteban, ça y est, on y est. C'est la finale de l'orateur. Toi, grand éliminé du premier tour, tu es maintenant en finale. Comment ça va? Comment tu te sens? D'abord, merci de poser la question, mais oui, je me suis coupé les cheveux depuis la semaine dernière. Mais on l'a remarqué, t'es super beau. Donc je me suis un peu apprêté. Je suis un peu stressé. Après, j'avais dit à ma première plaidoirie que les dés étaient jetés. On va voir si c'est le cas ce soir, mais moi, je suis prêt là. Ok, et alors, quel est ton sujet ce soir et quelle position est-ce que tu défends? Mon sujet, c'est le réarmement démographique passe-t-il par la mère patrie? Et ma position, oh la vache. Ma position, elle est là. Mais ce soir, c'est la guerre. Moi, je suis pas là pour rigoler. Baptiste, Adèle, ça m'intéresse pas trop. Je veux juste que les yeux de Claire Emmanuel brillent un petit peu une fois que je soulèverai la coupe. C'est beau. C'est vraiment la plus belle motivation. Est-ce que tu trouves que tu as évolué depuis le début de l'aventure ou est-ce que on t'avait mal jugé à ton premier passage et t'es le même orateur qu'au premier tour? Eh bien, honnêtement, je me suis amélioré. Et c'est pas si facile à dire pour moi qui suis assez arrogant, mais en vrai, je l'admets, je me suis vraiment amélioré. Et ma première prestation avec le recul, comme j'ai visionné le premier épisode, comme vous, chers téléspectateurs qui l'avez regardé, lien dans la description, je me suis amélioré et ma première prestation n'était pas si incroyable que ça. Et finalement. Finalement, oui. Donc, non, j'ai hâte. Parfait. Et dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer à ton coach, à ta coach? Claire Emmanuel, toi et moi, c'est possible. Merci Esteban, à tout à l'heure. Ce soir, c'est ma première fois. Je le sais, madame, messieurs du jury, cher public, Miss Bordeaux, Miss Bouzole, c'est pas facile à croire quand l'on voit tout cela. Et pourtant, je suis vierge comme Marie, un jeune et faible, blanc comme neige, une puce qui n'a pas encore trempé dans l'eau. Et pour tout vous confesser, jusqu'à hier soir, je ne savais pas trop comment cela fonctionnait. Je me doutais bien
que les cigognes c'était un petit peu trop compliqué. Comment aurait-elle pu voler chaque année sans se faire percuter par le jet de Bernard Arnault? Mais les petites graines, moi j'y croyais dur comme fer. Mais hier soir, à la fin du dîner, elle m'a tout raconté. Elle, Mère Patrie. Mère Patrie, elle a 48 ans mais elle reste bien en chair. Elle nous a élevés seuls. Père Patrie, il est sorti de la maternité pour aller acheter quelques clopes et vous connaissez la chanson. Mais Mère Patrie, elle n'avait pas besoin d'un homme pour nous éduquer. 68 millions de frères et sœurs. Ça en fait une belle famille recomposée. Et c'était pas facile tous les jours. Les fins de mois compliquées. Souvent. Les coups de martinet. Parfois. C'est vrai. Mère Patrie, elle est un petit peu étrange. Tous les 5 ans, elle change complètement d'humeur. Elle passe de gauche à droite, s'arrête au centre. Elle est instable. Elle est instable et, au fond de moi, je sais qu'un jour, elle réalisera ma plus grande peur. Qu'elle dérivera vers les extrêmes. Elle m'énerve. Elle m'insupporte. Mais moi, je l'aime. On est très proches, vous savez. Elle, c'est moi c'est elle. Je suis son petit dernier, ce n'est pas rien. Et elle, c'est ma maman. À moi, rien qu'à moi. Mais bon, Mère Patrie, elle a voulu aller voir d'autres hommes, plus mûrs, qui ont foulé la porte de mon foyer alors qu'ils ne devaient que rester dehors. Un par un. Tous des hommes de petite taille, avec leur singularité, bien sûr. L'un était un petit peu dodu. Il y allait sur le flambi au dessert. L'autre, un peu plus bricoleur. Viens, je vais t'apprendre à passer le Karcher dans la cité, qu'il me disait. Beau et père, vous l'aurez compris, il ne l'était que de nom. Le dernier en date, c'est ce jeune cadre dynamique qui lui a complètement retourné le cerveau à ma Mère Patrie. Hier soir, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a dit, Esteban, l'heure est grave. Tu dois réarmer démographiquement notre France. De ta semence dépend notre avenir. Ébahi, je la regardais d'un air un petit peu pantois et lui répondais, mais Mère Patrie, comment? Alors, elle se levait en hurlant que j'étais un incompétent, un infécond, comme mon père, un lâche. Puis elle m'a expliqué ce que c'était de faire la bête à deux dos. Tout se bousculait dans ma tête. Je comprenais des événements qui jusqu'alors étaient restés incompris. Ce Noël de 2014, où à table, tonton Darmanin ne faisait que de me regarder droit dans les yeux pour me dire qu'il fallait absolument me remuer le gigot, qu'il attendait le dessert avec impatience pour pouvoir enfin me fourrer la tarte dans le four. C'est vrai qu'il était très câlin, tonton Darmanin. Mais hier soir, pour la première fois de ma vie, je lui ai dit non. Non, Mère Patrie, je ne réarmerai pas démographiquement la France. Non, Mère Patrie. Je ne réarmerai pas démographiquement la France, d'abord parce que cela ne passe pas par vous. J'en ai longuement discuté avec le psychologue, et il m'a dit qu'il fallait surmonter ce complexe d'Oedipe, couper le cordon ombilical. Les Anglais appellent ça mommy issues, et ça se soigne très bien. Non, Mère Patrie. Je ne réarmerai pas démographiquement la France. Ensuite, parce que là n'est pas la véritable interrogation. Toute cette question de réarmement démographique, ce n'est qu'un cache-misère politique que vous nous mettez sur la table dans l'espoir que l'on remette le couvert. La véritable interrogation, elle fait mal, mais elle est claire. Pourquoi les Français ne font-ils plus l'amour? Ça a l'air sympathique pourtant, enfin de ce que les copains-copines m'ont dit. La chaleur des deux corps qui s'enlacent, les âmes qui s'embrassent, se redécouvrir à travers les premières lueurs du jour pour briser ce bruyant silence et se dire « Ah, dans 9 mois !» C'est beau. Et pourtant, plus rien de tout cela. Vous êtes pourtant tous très séduisants ce soir. Vous surtout, monsieur Bertrand Perrier. Avec vos petites lunettes rondes qui me rappellent des fantasmes interdits. Alors oui, la nature a fait en sorte que vous ne pourrez pas porter mes enfants. Mais la nature, elle a créé les États-Unis, monsieur Perrier. On pourra aller y faire un tour, tous les deux, main dans la main. Au Connecticut.
Grâce à mes gamètes, bien entendu. Notre fils, il aura ma beauté et mon éloquence. Notre fils, il aura votre gentillesse. Quand on veut, on peut. Alors pourquoi? Pourquoi les Français ne font-ils plus l'amour? Je ne comprenais pas. Alors je suis allé faire un tour là-bas, à la maternité. Et je les ai vus, des dizaines parqués dans des salles, sur des brancards, braillant pour exprimer leurs moindres besoins qu'ils étaient laids. Mesdames, messieurs, des petites têtes difformes avec des rides, des sortes de chewing-gum pré-mâchés, mais que vous ne pouvez pas jeter à la poubelle, car c'est toute votre vie qu'ils vous collent à la peau. Regardez, Maître Caravaggian, même ce soir, ils l'ont suivi. Quelques mètres plus loin, des femmes à l'agonie, le corps piétiné par 9 mois de douleur. Et tout cela pourquoi? Pour une laideur qui fait vomir le désir. Des êtres déjà laids de l'extérieur qui allaient grandir pour devenir laids de l'intérieur, devenir des êtres ingrats, autocentrés comme moi, comme vous. Mais même cela, ça ne me paraissait pas être suffisant. Alors j'ai regardé autour de moi, autour de nous, et j'ai compris. Les Français, ils ne font plus l'amour par altruisme. Regardez la France dans laquelle on vit. La France dans laquelle on vit, mesdames, messieurs du jury, c'est voir nos élus s'attribuer des petites primes pendant que nous, on trime. La France dans laquelle on vit, c'est voir une assemblée composée à 65% d'hommes, décider si oui ou non les douleurs menstruelles peuvent donner droit à un congé, une prise en charge spécifique. La France dans laquelle on vit, c'est la France de la culture. Et la culture française, désormais, c'est Frenchy Shore. Frenchy Shore, c'est des adeptes de substances psychoactives que l'on confine au Cap d'Agde pendant 1 mois, dans l'espoir qu'ils vont se reproduire, et on reproduit le tout. On le montre à notre jeunesse. La France dans laquelle on vit, c'est voir des individus normalement constitués faire la queue à 9h du matin pendant 1h30 pour manger des croquis, des croissants aux cookies, pour la modeste somme de 5,90 €. Sincèrement, Madame, Messieurs du jury, les Français, ils ne font plus l'amour par altruisme car ils ne veulent pas que leur descendance voie tout cela. Et ils ont bien raison. Regardez le monde dans lequel on vit. Regardez-les eux, ceux que les caméras ne montrent pas. Ces enfants qui perdent un bras, un frère, une vie, tout cela pour être né ailleurs. Notre monde, il empeste la violence et ne respire pas l'espoir. Car oui, les quelques-uns qui vont avoir le courage de se lever, eh bien, ils vont finir dans une prison, dans l'Arctique, et se faire tuer, dans le silence glaçant de l'impunité. La violence du monde, mesdames, messieurs, voilà le plus naturel de nos contraceptifs. Alors non, non, mère patrie, je ne réarmerai pas démographiquement la France. Non, mère patrie, vous n'aurez plus de petits soldats pour perpétuer le massacre. Et vous aussi, vous y mettrez fin, jeunes fertiles. Chaque fois que vous vous apprêterez à étreindre un autre corps, rappelez-vous de ces quelques mots. Protégez-nous. Protégez-vous. Coucou Baptiste, ça y est, on est à la finale de l'orateur. Comment tu te sens? Est-ce que tu es plus stressé qu'à ton premier passage? Est-ce que c'est pareil? Comment ça va? Plutôt bien, c'est plus la peur de ne pas livrer la meilleure performance, mais la finale ne change pas grand-chose. Et est-ce que le sujet t'a plu? Quel est ton sujet? Quelle position as-tu choisi? Dis-moi. Ève est-elle le début de la fin? C'est un sujet qui m'a plu et pas plu. J'ai mis du temps à être inspiré, mais on va voir ce qu'il en ressort. Et tu défends quelle thèse alors? Eh bien, en grand misogyne, machiste, patriarcal, je dirais que Ève est le début de la fin. Magnifique, on adore. Est-ce que tu trouves que tu as évolué depuis le début de l'aventure en tant qu'orateur, évidemment? Oui, énormément, et grâce à
grâce à coach Boris, que je remercie fortement parce que beaucoup évolué, alors que c'est pas facile d'évoluer quand on est toujours dans l'autocritique. Et d'avoir ce regard extérieur, je me suis amélioré, je pense, dans la connexion à l'audience. Et du coup, tu as anticipé sur ma dernière question. Est-ce que tu aurais un message pour ton coach ? Merci, en mon nom et de celui de tous les autres candidats, merci de vous être investis et d'avoir pris cet exercice au sérieux parce qu'on en ressort tous grandis et améliorés. Merci Baptiste, à tout à l'heure. Ève est-elle le début de la fin ? 9 minutes 55, 54, 53, 52. Assurément oui. Ève étant le premier mot de ce discours, elle est le début de sa fin. Mais le début de quelles autres fins ? Car il est autant de fins qu'il est de débuts. Laissez-moi vous débusquer ce rébut de débutants et lister quelques débutants, il y en a. Le comprendre est assez simple, un début, une fin. Enfin, arriver à ses fins quand on se fixe ses débuts n'est pas toujours chose aisée. J'ose espérer, même si c'est fin, qu'on se débute fin. Vous me suivez, n'est-ce pas ? Alors, la première fin n'est pas celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Puisqu'on a jugé bon de me poser la question à moi, un homme blanc, hétérosexuel en 2024, de savoir si l'arrivée de la femme sur Terre marque le déclin de l'humanité. Et que bien évidemment, je vais y répondre oui. Ce qui marque du même coup le début de la fin de mon existence sociale et le début de la fin de ma période de probation de 30 jours, sans propos, pensées ou remarques misogynes ou machistes, avec interdiction d'approcher du palais de la femme à moins de 150 mètres, qui a été prononcé suite à mon discours de la semaine dernière, et dont l'irrespect me coûtera une peine de stage de citoyenneté antisexisme avec Marlène Schiappa. Mais malgré cela, je dis oui, l'arrivée d'Ève sur Terre marque un déclin. Le premier déclin, c'est celui de la solitude. Avant Ève, il n'y avait dans le jardin d'Éden que des animaux qui vivaient en couple et en paix. Pour les hommes, Adam, qui vivait quant à lui seul, sans femme et donc naturellement en paix. En raison de la solitude, bien entendu. La paix, c'est bien. Mais ce qu'Adam vivait surtout, c'était la solitude. Et là, Ève est arrivée. Il tournait en rond, cultivait les terres, enfin on le comprend. Dieu seul sait ce que l'on peut faire quand on se sent seul, et un lundi 19 février sous la pluie. On fait des recherches sur Adam et Ève, et très vite, on se laisse happer par les montages dynamiques des chaînes YouTube, de sectes et de complotistes, qui vous expliquent que tout est lié, sans vous dire trop à quoi, jusqu'à vous persuader que vous êtes endormi, et que dans la mort vous attend le réveil. Je récapitule, vous êtes seul, un lundi de février, à Courcelles-en-Bassée, sous la pluie, à ne rien faire, évidemment, vous considérez la mort un temps. Mais l'idée se fait plus forte. De voir votre petit ego flatté par des compliments sur un costume au hasard de couleur verte à la suite d'un discours qui n'en méritait pas tant, et vous continuez les recherches. Le soleil se couche, vos recherches ne donnent rien, alors vous emboîtez le pas du soleil pour vous coucher. Et là, on s'endort seul. On se surprend à ressentir la solitude et l'immense vide que comblerait une agréable compagnie si elle était avec vous. À y repenser, nous avons peu évolué depuis Adam. Tous ici pouvons excuser sa solitude. Nous connaissons tous la douce et agréable sensation de s'endormir avec sa moitié, côte à côte. Mais n'ayant personne à ses côtés, lui, Adam, fit don d'une côte de laquelle Dieu créa sa bien-aimée, Ève. Ève, c'est aussi la fin de la solitude, donc. À ce sujet, c'est fou ce qu'on en lit des choses quand on est à Courcelles-en-Bassée. Les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur la traduction. Certains disant qu'Ève a été créée à partir d'une côte, pas un cheveu ou un orteil, une côte, le milieu du corps, pour être l'égal d'Adam. D'autres qu'Adam a été coupé en deux et reconstitué par deux autres moitiés pour former deux êtres. Certains pensent que c'est la hanche. Bref, toutes ces traductions posent le fondement de l'égalité homme-femme. Et maintenant, vous aussi, vous connaissez cette grotesque théorie de la création, pas de l'égalité homme-femme. Alors voilà,
Adam et Ève errent dans le jardin, sans aucune obligation. Une idylle amoureuse, la solitude n'est plus qu'un lointain souvenir, tout n'est qu'abondance. C'est l'idylle que je vous souhaite à tous. Car ce qui comble véritablement la solitude, ce n'est pas la compagnie, qui ne s'est jamais senti seul au milieu d'une foule noire de monde. Ce qui comble la solitude, c'est l'amour de l'autre. Ne fût-ce qu'une seule personne, que ce soit l'amour maternel d'un cafard pour un autre cafard, l'amour amical que le temps ne peut éroder, ou l'amour brûlant de l'amour lui-même. Une rose rouge aux allures de capucine, un amour dont on ne rougit et dont on vit. Un amour que l'on n'attend plus. Quand on a fait de la solitude une amie, un amour qu'on envie, quand on est seul. Le début d'une fin, c'est d'abord un début, souvent dont on a besoin. Ève, c'est le début de la femme. Fini la solitude. Est-ce pour autant une promesse de paix éternelle? Non, bien sûr, mais le plus important, c'est que c'est un début. C'est une promesse, un espoir, une trajectoire permise, une autorisation de se projeter. Et franchement, ça fait du bien. Pas de paix éternelle toutefois. Je ne vous apprendrai pas la Bible, il y a le serpent. Et voici celui-ci qui s'immisce et se glisse en toutes circonstances dans son esprit. Il initie Ève au goût de la connaissance. En un mot, il lui propose une pomme. Elle avait faim, alors elle a faim, ne pas connaître l'interdit, et a croqué avec appétit le fruit défendu. Ève marque le début d'une nouvelle fin, la fin de l'ignorance. À partir de là, j'ai pas bien compris, je vous avoue, mais je vais tenter de vous expliquer ce multivitaminé biblique. Ève a croqué dans une pomme, ça tout le monde est d'accord. D'un pommier qui était à Adam, donc la pomme était à Adam, mais elle a croqué le fruit, pas la pomme d'Adam. Et même si la pomme était dans un pommier, quand elle l'a croqué, c'était un péché originel. À cette date, Ève était jeune, elle n'était pas mûre, et malgré son cœur d'artichaut, Dieu ramène sa fraise, je vous l'avais interdit, ne me racontez pas vos salades, nul n'est censé ignorer la foi, bref. Le fruit de toute cette histoire, c'est qu'Ève est le début de la fin de l'ignorance parce qu'elle s'est nourrie à l'arbre du savoir. Elle a ainsi engendré des conséquences qui la dépassent. Le goût du savoir, l'invention de l'écriture, du commerce, du droit, de la philosophie, les penseurs par centaines dont je tairai le nom, le tout pour aboutir à moi, un trouvère presque paysan dont le frère joue l'amant de sa propre mère dans la jalousie de sa chaguiterie. Ève, par son existence même, était un début de fin. Et questionner cette vérité, c'est admettre la possibilité de répondre non à la question qui m'a été posée, c'est affirmer que l'on peut arrêter le temps, coucher le sablier sur le côté et stopper son écoulement. C'est affirmer qu'ayant accédé au savoir, un retour à l'ignorance est possible. C'est affirmer que l'on peut ignorer ce que l'on sait par la force de la volonté. Je ne vous parle pas de devenir sénile, mais de décider d'oublier qu'il existe en ce monde le bien et le mal, la matière et l'incompris, vos souffrances passées ou votre amour brûlant. C'est affirmer que l'on peut libérer Ève ou n'importe lequel d'entre nous de ce point zéro, de l'enclave spatiale qui nous confine entre l'incroyable densité de notre planète, toute cette matière qui serait capable de nous broyer, mais que nous préférons quand même à l'immensité du vide qui s'étend au-dessus de nous. C'est affirmer que l'on peut libérer Ève ou n'importe lequel d'entre nous de l'enclave temporelle de sa propre existence, la sortir de son présent, de cette surface en tension dans laquelle les événements ne font que traverser, pour aller se graver sur la pellicule temporelle sur laquelle ils entament une course effrénée vers le passé, alors même que cette pellicule continue d'être déroulée, que le passé est en mouvement, ou plutôt qu'il est figé, et que c'est notre présent qui le fuit, happé par le futur, par nos désirs, par nos rêves. Nous devons réaliser que nous vivons dans un présent, avec autant de fin que de choix. Qu'il existe une fin certaine pour nous tous, mais quand? Poussière? Nous redeviendrons poussière? Oui, mais quand? Chaque vie est un passage, de l'inexistence à l'inexistence, ayant existé. Mais pour nous ici ce soir, ce n'est pas aujourd'hui ni même demain, alors nous continuerons à choisir et renoncer, à apprendre et à oublier, à réussir et à échouer. Pour Ève, c'est pareil. Elle a engendré une fin dont nous ignorons tout, si ce n'est qu'elle a débuté. Une fin
dont nous avions besoin, une fin que nous devons louer. Et si malgré tout, vous en doutez, si malgré tout, vous venez me demander « Ève est-elle le début d'une fin ?» je vous répondrai 4, 3, 2, 1. C'est ainsi que se termine le dernier discours de l'orateur. Baptiste, Esteban, Adèle, bravo, et il ne reste maintenant plus que quelques minutes avant de savoir lequel d'entre vous va être l'orateur ou l'oratrice 2024. Avant le verdict final, le retour du jury. Ma première considération ira à la question de la voix. J'ai une approche un peu physique, d'abord physique, de l'éloquence qui est l'action dans l'art oratoire, et la voix est véritablement ce qui transmet l'émotion. Je cite souvent un grand comédien français qui s'appelait Laurent Terzieff. Au théâtre, le public accède à la compréhension par l'émotion. Quelquefois, on croit avoir compris, on est juste informé. En fait, on n'a rien ressenti, donc on n'a pas compris. C'est la voix qui transmet l'émotion, c'est la voix, l'instrument de musique. J'ai été heureux vers la fin de l'exposé d'Adèle, tout d'un coup d'entendre sa voix qui partait, sa voix qui a monté l'émotion, et sa voix qui, vraiment tout d'un coup, m'a ému. Or, je rappelle que l'éloquence, c'est d'abord l'art d'émouvoir. Vous voyez le rapport entre émouvoir et transmettre la compréhension d'une cause. Et cette fin m'a donné véritablement, alors que j'étais resté un tout petit peu dans l'attente tout le long du discours, mais j'attire votre attention sur le danger éventuel de trop lire un exposé, parce qu'on finit par avoir subrepticement une voix qui se met à travailler pour les quelques centimètres qui nous séparent du papier. C'est pour ça que le regard sur le public est une chose assez importante. Je dis souvent qu'on peut enseigner la posture et la voix, tant qu'on n'enseigne pas le regard, on perd son temps. Le deuxième exposé, Esteban, est un exposé où la voix est là, d'un bout à l'autre, souvent un peu nerveuse, un peu tendue, parce que c'est un orateur qui vient souvent devant. Et si on vient devant, on peut écraser dans le larynx, on peut un peu écraser la voix, et ce qui fait que la voix était bien entendue, bien placée, mais il y a cette petite légère tendance à venir un peu en avant pour faire un peu le battleur. Je ne sais pas si c'était forcément nécessaire de rajouter ça par rapport au texte magnifique aussi que vous aviez développé et que vous avez développé en nous regardant. Je parlais de Badinter tout à l'heure, le discours sur la peine de mort ou l'abolition de la pénalité de l'homosexualité. Badinter regardait le public, vous avez regardé le public. Je me suis senti partenaire, vraiment, de l'orateur que vous étiez. Et ce qui est aussi appréciable dans votre exposé, c'est l'écart. L'amplitude du geste, c'est pas très important en art oratoire. Les grands orateurs ont un geste près du corps et plutôt bas. En revanche, l'amplitude d'un mouvement très important, qui est le mouvement de la pensée, il y a deux mouvements importants en art oratoire, le mouvement interne de la respiration et le mouvement interne de ce qui se passe dans le cerveau. Les mouvements externes, le sourire, la mimique, c'est presque rien. Arrêtons le jeu de manche comme étant vraiment le talent de l'éloquence. En revanche, il y a une amplitude chez vous, une capacité à aller de l'humour au sérieux, la violence, le meilleur contraceptif. J'ai apprécié énormément ça parce que tout d'un coup, on était entre l'humour et le sérieux, et puis d'être arrivé à Navalny, tout d'un coup, cet écart entre ce qui est drôle et ce qui est profondément triste, j'ai vivement apprécié dans votre exposé. C'est une amplitude de la pensée qui m'a fait très plaisir. Je vous remercie beaucoup. Baptiste, alors, pour les techniciens qui seraient là, Baptiste, il y a quelque chose dans la voix qui était légère, vous me permettrez de comparer, légèrement mieux, parce que Baptiste a très souvent ce qu'on appelle en art oratoire des retours en cervical. C'est-à-dire qu'il place la tête plutôt vers l'arrière, ce qui place le son plus facilement sur la colonne vertébrale, et le son est
un peu plus musical, il y a une voix superbe dans votre façon de donner votre discours, une voix superbe. Le jeu de mots, le goût du jeu de mots, je dois dire que nous avons ressenti, je dis nous parce qu'on a été plusieurs dans le jury, De Vos au début, les jeux de mots sur Raymond De Vos, c'était une virtuosité absolument incroyable. Et puis la précision dans votre discours, la précision des mots, même donnée relativement vite, la précision des mots, le pixel sonore sur chaque voyelle, nous aidait à suivre, même rapide, un discours de manière très confortable. Et ça, j'ai trouvé, c'est pas le Paganini de l'éloquence, mais on n'est quand même pas loin d'un Paganini. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et tout l'humour que vous avez eu jusqu'au bout, et puis cet hommage à la femme et au savoir. Il m'est venu évidemment, la femme est l'avenir de l'homme. Donc je pense que ça n'est pas une fin, c'est un début. Et je pense que c'est ce que vous pensez aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Il est difficile de passer après vous, notamment parce que je pense que sur l'art oratoire en tant que tel, vous avez fait toutes les observations les plus essentielles et les plus pertinentes. Simplement, tout d'abord, vous féliciter tous les trois. J'ai été, à titre personnel, particulièrement impressionnée, pour ne pas dire très impressionnée, par la qualité des prestations qui ont été les vôtres. Et en même temps, chaque candidat a, je dirais, ses propres qualités, des qualités qui sont des qualités personnelles. Et je vais être vraiment très très brève dans les observations qui vont être les miennes, puisque j'ai cherché à essayer de résumer en quelque sorte en 2 ou 3 mots les impressions qui ont été les miennes à vous écouter. Ce que j'aimerais dire sur Adèle, c'est sur la prestation que vous avez faite, c'est que j'y ai trouvé... alors, il y avait beaucoup d'humour sur un sujet qui n'était pas si simple que ça. D'autant plus qu'on a senti que vous aviez eu peut-être un peu de difficulté sur ce sujet lui-même, puisqu'à un moment donné, on se demandait si c'était vraiment les parents qui avaient les yeux d'amour sur le scarabée, plutôt sur le cafard, ou si c'était pas plutôt vous essayez de nous faire aimer le cafard et que c'était plutôt à nous de trouver justement la beauté du cafard. Donc là, sur ce point-là, je me suis un peu interrogée sur la manière dont vous aviez approché votre sujet. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup donc d'humour, d'une part, mais aussi beaucoup de sensibilité dans la manière justement d'approcher ce sujet. Et c'est vrai d'essayer de rendre beau ce qui a priori est assez laid, même si la beauté et la laideur sont peut-être tout à fait relatives. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, et avec cette difficulté, c'est que vous passiez la première. Alors, j'en viendrai ensuite à Esteban. Ils vous ont pas gâté, hein. Le réarmement démographique passe-t-il par la mère patrie? Je me suis attendue au pire, je dois le dire, et vous m'avez étonnée. Vous m'avez étonné parce que vous avez su donner une maîtrise à ce sujet, et surtout un contenu. Un contenu avec, ça a été déjà dit, là encore, avec un sens de la formule absolument étonnant, que j'ai, à titre personnel, beaucoup apprécié à plusieurs reprises. J'ai aimé aussi votre aisance. Vous avez cette aisance et vous avez su faire vivre précisément ce sujet sans jamais être dans la caricature, ce qui n'était pas facile également. Et puis, donc pour Baptiste, Baptiste, effectivement, Ève est-elle le début de la fin? Moi, je me suis interrogée sur la manière dont on écrivait fin. Donc, est-ce que c'était FAIM ou FIN? Là, ça n'a pas été précisé. Là encore, ce que vous partagez avec Esteban, c'est une présence. Vous avez réellement une présence, et cette présence, vous nous la
Vous nous la projetez au visage dès le départ, dès le début, et avec ce qui vous caractérise, me semble-t-il, c'est qu'en plus vous avez une plume. Vous avez une plume, vous avez une maîtrise des mots, et cette maîtrise des mots, moi immédiatement, elle m'a fait penser à Raymond DeVos, et je crois que tous les trois, nous sommes d'accord sur ce point, et à plusieurs reprises. Donc en même temps, j'aime beaucoup Raymond DeVos, donc ceci est plutôt de fait une qualité à mes yeux. Là encore, donc cette présence, cette plume, et aussi, mais pour des raisons peut-être différentes, mais que j'ai comprises ensuite avec les explications techniques qui nous ont été données, il y a cette voix. Vous avez une voix incroyable. Donc, de ce point de vue, alors je ne sais pas si on continue à jouer énormément de la voix dans les prétoires aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre que les juges aimaient beaucoup plus les procédures écrites et que entendre parler ou prendre la parole un avocat, c'était plus agaçant que véritablement aidant au débat judiciaire. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère qu'on ne vous musellera pas et que précisément ceux qui auront l'occasion de vous entendre vous écouteront, mais écouteront justement cette voix aidée par cette plume et également aidée par cette présence. En tout cas, bravo à tous les trois. C'était une expérience, une première expérience. Je ne sais pas si je vais la renouveler, mais quoi qu'il en soit, bravo. Je suis très impressionnante. Mesdames et messieurs, tout au long de cette soirée, je n'ai pensé qu'à deux personnes. J'ai pensé aux enfants de Boris Calvadjian. Et je me suis dit, quelle soirée! Semences, procréation massive, boîte de préservatifs, le tonton câlin Darmanin, Darmanin qui te secoue le gigot. Et je me suis dit, quelle est la responsabilité pénale qui incombe à un papa qui impose cela à deux enfants? La garde alternée n'autorise pas tout. C'est monstrueux ce que tu as fait. Ces enfants ne demandent pas cela. Il y aura des années de psychanalyse derrière, remboursées par la sécurité sociale, pour que ces deux petits êtres innocents expient ce qu'ils ont entendu. Vous n'avez rien entendu ce soir. Rien. Il était question de cigogne, d'amour, de petites graines, mais jamais ce type n'a sorti une boîte qui n'était rien d'autre que tes petits bonbons. Évidemment, il ne sait. Ces monstres, l'ordre te poursuivra pour cela. Et je serai là pour témoigner de cette monstruosité déontologique qui est la tienne. Vous n'avez rien vu. C'était une soirée totalement bisounours. C'était merveilleux. Il y avait de temps en temps des musiques qui parvenaient par effluve et qui empêchaient Roxane de poursuivre son exposé. C'était magnifique. Il y avait une panthéonisation en cours, mais jamais on n'a parlé de choses sales et que de toute façon vous n'avez pas comprises parce que votre papa ne vous les a pas encore expliquées. Et c'est normal. Vos corps vont changer, mais plus tard. Et donc il y avait là une faille spatio-temporelle. Ce sont des choses que vous auriez dû connaître d'ici 5, 6, 7, 8 ans, pas maintenant. Et encore une fois, vraiment, vous n'avez rien entendu, vous avez dormi et vous avez fort bien fait. Alors, véritablement, tu seras poursuivi, radié, et ce sera normal. Alors, évidemment, Adèle, je ne pouvais avoir qu'une affection très particulière pour vous, car vous avez été présentée par Roxane Best, qui est ma fille-fille. Oui, alors, là encore, n'y voyez aucun mal, il n'y a rien d'incestueux là-dedans, elle n'est pas vraiment ma fille, c'est une image, c'est-à-dire que à la conférence, qui est un cloaque évidemment de lupanar, à chaque génération on dit que on est le fils ou la fille, et donc Roxane, qui a occupé avec un talent inimitable le poste de 4e que j'avais laissé un peu au chaud pour elle, eh bien est ma fille, donc ça n'engage à rien, mais donc tu es ma petite fille, puisque tu es un peu... voilà, donc tout ça n'est pas très grave, hein, c'est purement fictif et totalement abstrait, mais évidemment tu as dit
Qui êtes-vous pour contredire une maman? Et comme tu es ma fille, bah, c'est vrai que tu peux pas contredire ta maman, hein, qui a tellement d'affection pour toi. Ta maman. Oh, bah, alors là, elle était contente, elle te regardait, on dit, oh, ma fille, elle est formidable. Et c'est vrai qu'elle était formidable. Hein, tu l'as dit, il sera beau parce que maman l'a dit. Mais oui, il est beau ce discours parce que maman l'a dit. Et non pas parce que maman l'a fait. Ça, c'est interdit par le règlement du concours. Et Mathéo veille scrupuleusement à ce que les coachs demeurent des coachs. Et c'est vrai. Et toi, en fait, Roxane, t'as bien morflé ce soir. Parce que t'avais un super discours, sauf que on a fait une panthéonisation rien que pour te faire chier, en fait. Tu sais, il y a les mecs, là, ils font des essais sonores, et toi, t'es là, t'es venu gratos, enfin, je veux dire, au taux horaire, ça coûte un bras, et donc, t'as les mecs de la technique de l'Élysée qui sont là et qui te balancent de la musique arménienne dans les oreilles. Bah, ça fait peut-être plaisir à Calvatian, mais toi, ça te fait chier, tu vois. Esteban, vous m'avez été immédiatement désagréable. Vous avez suscité chez moi une jalousie capillaire d'emblée. Pourquoi trop chez vous, pas assez chez moi? En même temps, si j'avais des cheveux, ce n'est pas ce que j'en ferais. Mais, et surtout, ce qui me frappe chez vous, c'est votre rapidité d'exécution. Enfin, vous êtes passé de puceau à GPA en un instant. Vous êtes tout à fait extraordinaire, là. Vous étiez vierge en arrivant et à la fin, on était papa. Enfin, je veux dire, c'était tout à fait extraordinaire. Donc, vous m'avez proposé qu'on aille dans le Connecticut. Bien sûr. Bien sûr, je mettrai les 150 000 euros. Et vous mettrez votre semence. Ce sont des graines, hein, les enfants. C'est comme chez Jardiland, hein, ce sont les mêmes. Voilà. Baptiste, vous m'avez été immédiatement sympathique. Car avant d'être chauve, j'étais roux. Et je sais ce que c'est. Je sais l'épreuve que ça constitue. Je sais la solitude. Je sais les colibets. Et je suis pleinement solidaire. Et donc, vraiment, vous avez été extraordinaire, même si je partage aussi cette souffrance du stage de citoyenneté avec Marlène Schiappa. Alors ça, vraiment, ça, enfin, je veux dire, on a dit Badinter, la peine de mort, c'est vrai. Mais le stage de citoyenneté avec Marlène Schiappa, est-ce que finalement, ça n'est pas cela? Quand on se dit abolitionniste désormais, est-ce que la peine que l'on doit abolir, ce n'est pas le stage de citoyenneté antisexiste avec Marlène Schiappa? Alors après, il y a eu un moment rigolo où vous avez vanté l'odeur de Capucine. Et je pense très clairement que c'est votre meuf. Je pense très clairement qu'il y a une Capucine quelque part dans cette salle, c'est toi, elle est là, et voilà, et que tu n'as pas fait ça librement. Très clairement, il y avait un contrat sur ta tête. La nana, elle a dit, alors mon pote, si tu ne cites pas mon nom, on n'ira plus jamais à Courcelles en Basset, je te quitte et je te défonce. Et donc, on voit clairement que tu étais en liberté très surveillée pendant ce discours, cher Baptiste, jusqu'à aller vanter, évidemment, l'odeur de Capucine. Et puis après, grande solidarité entre toi et moi, puisque de toute évidence, tu nous as dit que ton frère jouait l'amant de ta mère, et moi aussi, je suis du Nord, et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, les familles où il se passe des choses qui ne devraient pas arriver. C'était évidemment brillantissime, Baptiste. Et vous avez parlé beaucoup du passé, du futur et du présent. Eh bien, pour moi, l'un des très beaux présents que vous avez fait à cette soirée, c'est votre discours. Je crois que je dois dire quel a été notre choix. Votre choix, qui n'est peut-être pas le choix. Qui n'est peut-être pas le choix, puisque dans un délire démocratique qu'on n'aurait pas vraiment connu à Assas, eh bien le public a un choix. C'est tout à fait exotique et amusant. Et donc la voix de chacun vaut la nôtre. Hein, toi, tu t'es fait chier, t'as passé la grecque, t'en as rien à foutre. Toi, t'as créé une école, t'es une star absolue, rien à péter. Moi, j'ai écrit des bouquins au 100 mais alors complètement. Toi, t'as voté avec ton petit QR code, tu vois. Ça nous ramène à de plus juste proportion, nous trois. Hein. Voilà, on est quand même, si on était un peu boursouflés, ce qui n'est pas exclu, hop là,
on a tout de suite bien dégonflé. Ah, et bien quand même le Mathéo, là. Donc vous avez une existence légale, c'est amusant et distrayant. Nous, on peut se fondre dans la masse, on s'en carre, mais totalement. Lui, il est amené pour faire voter ses gosses. Moi, bien, le mec a bourré les urnes, c'est un scandale. Bien, vous avez voté, vous deux? Vous n'avez pas de téléphone? Ils n'ont pas de téléphone. Notre prix, mais ça n'est que le nôtre, et qui compte pour un tiers, comme le tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu. C'est le premier tiers, mais vous le compléterez. Le premier tiers revient à Esteban. Sans vous faire languir plus longtemps, Ferdinand, là-bas, a l'enveloppe. L'enveloppe où nous avons les résultats cumulés du jury et du public. Monsieur Spicer, merci beaucoup. C'est lui qui gère les musiques dehors. La personne qui a écrit Bertrand Perrier, c'est pas drôle. Les résultats ont été très serrés, du jamais vu dans l'histoire de l'émission. L'orateur ou l'oratrice 2024 est... Esteban! Esteban! Esteban, avant de te laisser la parole pour dire quelques mots, quelle épopée! Tu n'étais rien et te voilà aujourd'hui, avec cette coupe. Tu peux lui dire? Tu peux te venger? Et surtout, Esteban, félicitations, parce que pour l'audience de cette émission, le repêché qui gagne, c'est parfait! Je vais être papa. Et ça me fait très plaisir. Alors, je vais monopoliser la parole pendant quelques instants. Rien n'était prévu, bien entendu. D'abord pour vous dire que, on vous a menti depuis le début. Cette émission, elle s'appelle pas l'orateur. Elle s'appelle les orateurs. Et c'est pas un faux semblant d'humilité dans laquelle je fais preuve maintenant pour le dire. C'est que, à côté de moi, derrière moi, ceux qui étaient là aux premiers épisodes, il y a plein d'étudiants qui ont pris le courage de prendre la parole un par un. Certains avaient déjà exercé comme moi, d'autres jamais. Ils ont fait toutes les auditions. Un samedi matin à Assas à 9h, c'était pas joli. Après, ils sont passés devant nos 3 dieux et déesses et ils ont continué. Certains ont arrêté, d'autres ont continué. Alors si on pourra toujours débattre sur le niveau de chacun, il y a un truc qu'on ne pourra jamais leur enlever, c'est que c'était tous des orateurs. Et à ce titre-là, j'aimerais qu'on les applaudisse. Pour être un orateur ensuite, certes, il faut avoir la force de se lever pour plaider, mais il faut aussi qu'on ait les conditions pour le faire. Et à ce titre, j'aimerais vraiment remercier l'association de Révolte-toi Assas, parce que derrière cette image, ce lion qui crie, c'est juste des étudiants qui ont leur galère d'étudiants, qui sont en droit à Assas, donc c'est encore plus compliqué. Et ils ont réussi à se monter ce projet de A à Z, de toutes pièces. Donc je remercie Mathéo, je remercie l'équipe de la régie, tous les membres actifs, parce qu'on ne se rend pas compte, mais derrière cette émission, il y a tous les membres actifs qui organisent, qui ramènent le kakémono, qui envoient des mails. Il y a Noah qui vient m'engueuler parce que je me balade. Il y a plein de choses. Donc j'aimerais remercier tous ces étudiants, parce que je me suis aussi rendu compte que Révolte-toi Assas, c'est plus sympa que Assas Insolent.
Et Révolte-toi Assas, c'est presque aussi sympa que Révolte-toi Sorbonne. Ensuite, j'aimerais remercier Maître Moreau, Claire Emmanuel pour les intimes et un peu rétablir la vérité. Non, Claire Emmanuel, ce n'est pas ma mère. Elle m'appelle souvent mon fils. Elle a juste perdu son chaton avant le début de l'émission et elle fait une sorte de projection. Mais on n'a pas de lien de maternité. Claire Emmanuel, c'est pas non plus ma meuf. Je l'ai beaucoup draguée, mais la vérité, c'est que on joue pas dans la même catégorie. Et que même si j'aime bien dire que je suis très beau, oui, Orlo dans Bloom, vous avez bien entendu, elle joue là-haut. Et jamais je ne pourrais jouer dans cette catégorie. Non, Claire Emmanuel, c'est ma grande sœur. De cœur. Et c'est une grande sœur trop cool parce qu'elle m'a présenté tous ses copains de Bordeaux. Je les ai vus autour d'un repas pendant 1h30, à faire des énigmes pendant 1h30, c'est vrai. C'était bien drôle et à ce titre, j'aimerais remercier Guessy, Claire, Clément, Hugo, tous ceux qui étaient là, de grands praticiens, je l'imagine, même si je les ai jamais vus plaider, mais en tout cas de grands orateurs et qui m'ont énormément apporté. Enfin, j'aimerais remercier mes ex, qui m'ont énormément apporté aussi. Joséphine, si tu écoutes cela, sache qu'on peut réarmer démographiquement la France ensemble. Enfin, et ce sera mon dernier remerciement, je vous le promets, j'aimerais remercier ma maîtresse de CE2, Madame Saint-Cyr, qui après un cours de mathématiques m'avait dit que j'étais bête. Madame Saint-Cyr, regardez le monstre d'éloquence que vous avez créé. Ce soir, l'orateur, l'oratueur, je ne sais pas, c'est moi. Demain, ce sera toi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cher public, cher jury, cher coach, quel projet, quelle semaine, quel plaisir. Alors pour conclure, je ne vous dirai qu'une chose. Montre-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es. Avant de conclure définitivement, l'association Révolte-toi Assas remercie ses partenaires dans ce projet, à savoir l'Université Paris-Panthéon-Assas ainsi que la prépa privée du Centre de formation juridique. Si vous souhaitez préparer le CRFPA, l'ENM ou juste votre licence de droit, eh bien le Centre de formation juridique a ce qu'il vous faut. Bénéficiez d'ailleurs de 10% de réduction avec le code RVT 2024, tout est clairement expliqué dans la description.